Détresse dans les familles des pèlerins disparus à la Mecque. Le Mali pleure ses manquants. Un deuil national de 3 jours a été décrété. COP 21, la patronne du Fonds vert pour le climat a été reçue à l'Élysée par François Hollande. Au centre des échanges, le financement de la lutte contre le changement climatique. Tournoi de basketball féminin au Cameroun, les équipes qualifiées en quart de finale enfin connues. Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de journal sur Sika. L'opposition en Guinée a réclamé jeudi le report d'au moins une semaine du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre. Elle argue de problèmes absolument sérieux risquant d'entacher le scrutin. Le porte-parole de l'opposition a affirmé s'exprimer au nom des 7 candidats en lice contre le président Alpha Condé. Selon la Constitution, la présidentielle doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant l'expiration du mandat en cours, soit le 20 décembre prochain. Les dispositions légales prévoient qu'elles se tiennent un dimanche. La bousculade à Mina, près de la Mecque, a coûté la vie à une 60aine de pèlerins maliens, selon un dernier bilan. De nombreuses familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. C'est le cas de Salamata Anna Babi, qui tente par tous les moyens d'obtenir des nouvelles de sa mère sans succès et sans l'aide de personne. Au moins 53 pèlerins maliens sont décédés et une centaine d'autres toujours portés manquants à la suite de la meurtrière bousculade lors du pèlerinage musulman près de la Mecque le 24 septembre dernier. Sur un document officiel intitulé « Liste des pèlerins décédés » figurent les noms et prénoms de 53 personnes identifiées qui ont péri à Mina pendant le drame. La jeune Salamata, dont la mère est allée à la Mecque, s'inquiète car n'ayant aucune nouvelle de sa génitrice. On a passé par les réseaux sociaux, on a mis des photos, personne ne l'a reconnue et on essaye au maximum de partager l'information. Il ne faut pas se leurrer, les 500 premières victimes ont été enterrées sans identification et nous avons encore 25 corps non identifiés et qu'on ne peut pas identifier. Parce qu'avec la décomposition de jeudi à maintenant, ça fait quoi? Plus d'une semaine. C'est vraiment décourageant. En fait, en face, on n'a personne à qui parler. On n'a personne qui peut nous soutenir. On est livré à nous-mêmes. Selon un second document officiel intitulé « Liste des pèlerins disparus », figurent les noms et prénoms de 129 ressortissants maliens ayant effectué cette année le pèlerinage. Le gouvernement malien a mis sur pied une cellule de crise et décrété un deuil national de 3 jours. Officiellement, 9000 Maliens se sont rendus cette année au pèlerinage. Le dernier bilan des autorités saoudiennes, qui n'ont pas fourni de décompte des victimes par nationalité, s'établit à 769 morts et 934 blessés dans la bousculade sur le site du rituel de la lapidation symbolique de Satan, un des temps forts du pèlerinage. Au Burkina Faso, le président Michel Kafondo a rendu visite aux soldats qui ont mené un assaut victorieux contre les ex-putschistes. L'objectif était de féliciter les soldats loyalistes pour l'opération qu'ils ont menée. Michel Kafondo a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles des pertes en vies humaines auraient été enregistrées durant l'assaut. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Claude Romba. L'armée régulière depuis mardi a pris possession du camp Nabakomo 2 où s'étaient retranchés les ex-putschistes. Sans véritablement rencontrer de résistance, l'assaut lancé lundi par les loyalistes s'est très vite terminé. Les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle à l'origine du coup d'État ont été délogés. Le président Michel Kafondo, qui s'est rendu sur les lieux mercredi, a rendu hommage à une armée républicaine. Le travail fait par l'armée nationale ne s'est soldé par aucune victime. J'ai entendu des gens dire oui, il y a eu tellement de morts. J'ai entendu même le général Diendéré dire que c'est sûr qu'avec les obus qu'on a lancés, certainement il y a eu beaucoup de victimes. À la comptabilité que moi-même j'ai vérifié,
nous avons eu cette prouesse de conquérir ce camp-là sans aucune victime. Selon l'état-major, les tirs en réalité n'ont pas ciblé la zone de vie du camp. Ils ont été concentrés sur des zones bien précises pour obliger les soldats à rester dans les bâtiments assortis. Ensuite, les blindés au sol ont canonné des postes d'armes. Les soldats de l'ex-RSP qui s'y trouvaient se seraient rendus ensuite aux troupes au sol. Michel Kafando a ensuite fait un bref tour dans le bâtiment administratif. Aucune photo de l'actuel président n'est visible. Mais ici trône toujours un grand portrait de Blaise Compaoré, signe de l'omniprésence de l'ancien président, pourtant chassé par la rue en octobre dernier. L'ex-régiment de sécurité présidentielle n'a pas digéré le départ de son mentor. Nous avons réglé nos comptes à la manière burkinabé. L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale. Restons mobilisés à l'appel de la nation pour la poursuite du processus électoral dont nous fixerons très bientôt les nouvelles échéances en concertation bien sûr avec les partis signataires de la charte. Après la parenthèse de l'éphémère coup d'État, la communauté internationale, avec la France, les États-Unis et l'Union européenne, appelle les autorités à organiser les élections dans les meilleurs délais pour marquer la fin de la transition. Le général Gilbert Diendéré s'est rendu jeudi aux autorités et se trouvait dans un camp de gendarmerie de Ouagadougou, dont ce qui semble être l'épilogue de la crise qui a secoué le Burkina Faso. Le vice-président de la rébellion Touareg, Mouvement national de libération de l'Azawad, Mahamadou Djeri Maïga, a quant à lui été brièvement interpellé jeudi à l'aéroport de Ouagadougou. Il a été arrêté sur des allégations qui portent à croire qu'il allait fournir un appui logistique au putsch. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres éditions. Puis en Côte d'Ivoire, la question de la sécurisation de la présidentielle du 25 octobre préoccupe après la forte présence des forces de l'ordre enregistrée lundi dernier à Abidjan à l'occasion de la marche du CNC. Le pays qui aspire à un scrutin sécurisé semble avoir les moyens d'y parvenir. C'est du moins le constat de notre correspondant Chris Paterne à Simia. Le gouvernement ivoirien et la commission électorale indépendante avaient quelques semaines annoncé plus de 500 000 policiers, militaires et agents de sécurité pour surveiller le déroulement des prochaines élections présidentielles. Une véritable démonstration de force a été offerte le lundi 28 septembre dernier aux militants de la coalition nationale pour le changement CNC qui avaient décidé de suivre leur leader dans la rue. Difficile de dénombrer le chiffre exact d'hommes en tenue car très souvent leur présence se confondait à celle des marcheurs, intimidés pour certains, impressionnés pour d'autres. Tout était réuni pour contrer tout risque de débordement. Heureusement que ces marcheurs ont su se mettre à la hauteur de leur leader politique qui voulait une manifestation pacifique à l'image d'un État démocratique qui respecte le droit à la marche et à la liberté de parole. Une des revendications obtenues, même si elle ne figurait pas sur la liste des griefs, c'est à tout point nommé la sécurisation certaine des élections du 25 octobre 2015. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a appelé jeudi ses compatriotes à mettre un terme à l'indiscipline afin de donner une chance au Nigeria de se développer. Muhammadu Buhari a également annoncé avoir déjà envoyé au président du Sénat la liste des premiers noms des membres de son premier gouvernement. Plus de précisions à travers ces extraits. We must change our lawless habits, our attitude to public office. Nous devons changer nos habitudes sans foi ni loi, notre attitude face aux fonctions officielles et à la confiance du public. Nous devons changer notre comportement indiscipliné dans les écoles, les hôpitaux, les marchés, les parcs, sur les routes, chez nous et au travail. Pour amener le changement, nous devons nous changer nous-mêmes et devenir des citoyens obéissants aux lois. Quoi qu'il en soit, l'attente est terminée. Les premiers noms pour les nominations ministérielles ont été envoyés au Sénat. For ministerial nominees
for confirmation has been sent to the Senate. En Égypte, on s'attend à faire la découverte du siècle. La chambre secrète où reposerait la momie de la légendaire reine Néfertiti serait en passe d'être découverte. La théorie est émise par l'égyptologue britannique Nicolas Reeves. Voici le reportage. L'égyptologue britannique Nicolas Reeves est venu au Caire défendre son audacieuse hypothèse sur la tombe cachée de Néfertiti. De retour de 3 jours d'exploration dans la vallée des rois, il a exposé au Caire sa théorie qui fait fureur sur les réseaux sociaux et tient en haleine les amateurs d'égyptologie. La tombe à 4 petites chambres contenant les restes encore intacts du roi reste la plus grande découverte archéologique que le monde ait jamais vue. La surprenante possibilité à laquelle nous faisons face aujourd'hui est que cette tombe peut être considérablement plus large que ce que les précédents égyptologues pensaient. C'est une conclusion qui repose sur de nouveaux indices grâce à une technologie à laquelle les précédentes générations n'avaient pas accès. À ce jour, les égyptologues n'ont jamais retrouvé la momie de Néfertiti, reine à la beauté légendaire qui exerça aux côtés de son époux Akhenaton un rôle politique et religieux fondamental. En France, 2 mois avant le début de la COP 21, le président français François Hollande a reçu jeudi la directrice du Fonds vert pour le climat, une institution créée en 2010 et qui doit être l'un des principaux mécanismes de financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en voie de développement. Voici un extrait donc des propos de la patronne du Fonds vert. Le président a exprimé son soutien au Fonds vert comme institution financière de la Convention cadre des Nations Unies pour l'action contre le changement climatique. La demande est assez équilibrée entre les projets d'adaptation, c'est-à-dire sécurité d'accès à l'eau, gestion de la lutte contre les désastres, et les projets d'atténuation, c'est-à-dire énergie renouvelable, efficacité énergétique. Et nous voyons toute une diversité dans les pays. Il y a des pays moins avancés, des pays petits pays insulaires et une assez bonne diversité géographique. Un nombre important de pays en voie de développement ont exprimé leurs attentes que leurs actions pourront être d'autant plus ambitieuses qu'il y aura des financements pour l'action climatique. Et un certain nombre d'entre eux ont même cité explicitement leurs attentes que le Fonds vert sera un partenaire qui est attendu par... Au Cameroun, après 6 jours de compétition, les 8 équipes qualifiées en quart de finale pour le tournoi féminin Afrobasket sont enfin connues. L'équipe vainqueur du tournoi qui se déroule à Yaoundé du 24 septembre au 3 octobre sera donc qualifiée pour les Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. Reportage avec Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun. Les qualifiés pour les quarts de finale de l'Afro-Basket Dames organisé à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, du 23 septembre au 3 octobre 2015, sont connus. L'Algérie jouera contre la Mozambique, le Mali défiera le Sénégal, l'Angola contre le Gabon et enfin, le Cameroun croisera le fer contre l'Égypte. Pour leur première organisation, le Cameroun est en grande forme dans cette Afro-Basket Dames 2015. Non, je pense que l'équipe du Cameroun a les forces, c'est-à-dire qu'elles ont de très bons arrières, des filles qui vont vite, qui courent, qui sont véloces, donc physiquement elles sont prêtes. Pays hôte du tournoi, les Lions indomptables réalisent jusque-là un parcours parfait. La première journée de l'Afro-Basket Women 2015 avait débuté par la rencontre entre l'Ouganda et le Gabon. Et ce sont les Gabonaises qui avaient bien démarré la compétition. Pour leur première participation à l'Afro-Basket féminin, l'équipe nationale du Gabon s'était imposée largement contre celle de l'Ouganda par 70 points contre 39. Ce tournoi se tient après l'Afro-Basket Homme 2015, gagné par le Nigeria il y a un mois en Tunisie. Ce tournoi a comme enjeu la qualification de l'équipe vainqueur pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016. La deuxième et la troisième équipe sur le podium joueront leur qualification à la suite d'un tournoi olympique organisé par la Fédération internationale de basket l'année prochaine.
Voilà, c'est la fin déjà de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Agréable.